Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 17 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour terminer la semaine, on constate très clairement ce matin, en tout cas, que l'effet banque centrale retombe après avoir galvanisé les marchés mercredi et jeudi. Finalement, les investisseurs, en tout cas, semblent prendre des bénéfices. Surtout à Wall Street hier quand même, où le Nasdaq a chuté de plus de 2%. Donc Wall Street a terminé en baisse, le Dow Jones a minimisé les pertes, mais le Nasdaq, lui, a subi de grosses prises de bénéfices, des investisseurs qui se sont détournés des grandes valeurs technologiques au profit des secteurs plus sensibles aux variations de l'économie au lendemain des annonces de la Fed. Forcément, du fait du recul des valeurs technologiques et qui ont une pondération assez importante au sein du Nasdaq et du S&P 500, la plupart des indices ont terminé dans le rouge. Alors, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed avait indiqué mercredi qu'elle mettrait fin en mars prochain de ses programmes d'achat d'obligations et a ouvert la voie surtout à 3 hausses de ses taux d'intérêt en 2022. Donc sur le coup, ces annonces de Jérôme Powell ont ravi les investisseurs, lesquels s'inquiètent de plus en plus de la flambée de l'inflation découlant de la crise sanitaire du coronavirus. Donc des investisseurs plutôt contents de voir la Fed s'attaquer réellement et concrètement à l'inflation. Mais jeudi, finalement, suite à ces annonces, eh bien, elles ont favorisé les prises de bénéfices au détriment des valeurs technologiques qui risquent justement d'être pénalisées en 2022. Du moins, la performance sera plus compliquée pour les valeurs technologiques, notamment si on a une hausse des taux d'intérêt et il faudra privilégier les valeurs cycliques. Donc là, c'est vraiment une grosse partie que j'ai évoquée dans la newsletter mensuelle de ce mois-ci. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, eh bien, inscrivez-vous à newsletter car je parle justement de la rotation sectorielle à venir et d'un secteur pour qui les gains vont être plus compliqués en 2022 et ça s'est vu justement hier puisque l'indice Nasdaq a quand même perdu plus de 2% alors que le Dow Jones, lui, a plutôt bien tenu. Ce matin, en Europe, pareil, ça retombe. On a aussi eu un indicateur macro qui a un peu plombé l'ambiance, mais pareil, en fait, on suit le mouvement débuté hier, prise de bénéfices sur les marchés, l'effet banque centrale aussi qui retombe après les annonces de la Banque d'Angleterre qui ouvre la voie à un resserrement monétaire face à l'inflation, tandis que la Banque centrale européenne, elle, maintient pour l'instant une politique toujours accommodante. On fera le point dans la partie macro. Forcément, les indices avaient profité des 2 derniers jours des annonces des banquiers centraux qui ont quand même décidé pour la plupart de réduire leurs mesures d'aide instaurées face à la pandémie de Covid, ce qui est légitime face à la poussée inflationniste. Néanmoins, la BCE s'est montrée pour sa part moins déterminée à tourner la page de son soutien à l'économie. Elle garde toujours très clairement une politique accommodante. Elle a annoncé juste une réduction de ses achats d'actifs, mais a promis de continuer à favoriser la reprise en 2022 et elle ne prévoit pas aussi de hausse de taux à venir car elle estime que cela pourrait pénaliser la reprise, la poursuite de la reprise. Du coup, même si les investisseurs ont salué dans un premier temps les initiatives annoncées par les banquiers centraux pour lutter contre la hausse des prix, la perspective de hausse de taux aux États-Unis l'an prochain les amène en tout cas à se détourner de certaines actions, notamment les valeurs technologiques. Et enfin, ce matin, comme je vous le disais, l'annonce d'une dégradation plus marquée qu'attendue du climat des affaires en Allemagne a aussi pénalisé les indices européens, puisque l'indice IFO
du climat et des affaires a reculé à 94,7 en décembre contre 96,5 le mois dernier, alors que le consensus Reuters le donnait à 95,3. Donc pareil, un indicateur économique en demi-teinte et des annonces finalement qui retombent, ce qui complique un peu le fameux rallye de Noël qu'attendaient certains investisseurs pour les dernières séances de l'année. Côté macro, ici nous avons la projection du QE de la BCE. Donc très clairement, dans toutes les annonces qu'on a eues cette semaine, que ce soit la BE, la Fed et la BCE, la politique monétaire de la Banque centrale européenne reste très largement accommodante, comme le montre cette projection, puisque concernant la zone euro, la BCE a annoncé une nouvelle réduction de son soutien à l'économie, mais comme je vous le disais, elle a aussi promis de continuer à favoriser la reprise en 2022, tout en confirmant que l'inflation devrait retomber sous son objectif, ce qui justifie à ses yeux le maintien d'une politique très accommodante. Par conséquent, la BCE avait mis en place le PEPP, le programme d'achat d'actifs liés à cause du moins de la pandémie de Covid, ici, le fameux PEPP en rouge, donc arrêt du PEPP normalement à partir du premier voire du deuxième trimestre 2022. Donc on n'aura plus ce soutien-là de la part de la BCE, mais très clairement, le robinet de liquidité, lui, reste ouvert, puisque ici, vous voyez qu'elle n'a pas prévu, en tout cas, dans l'immédiat, un ralentissement de son bilan, puisque le programme, lui, d'achat d'actifs devrait rester en place. Très clairement, on a une Fed qui est assez hawkish, qui prévoit 2, voire même 3 hausses de taux, un tapering, elle a doublé son tapering, alors que la BCE, elle, très clairement, ne prévoit pas de hausse de taux, prévoit juste l'arrêt du PEPP, mais va continuer son programme d'achat d'actifs pour justement permettre une poursuite de la reprise économique en 2022. Donc très clairement, on a un peu deux salles, deux ambiances en zone euro et outre-Atlantique, mais ce qu'il faut retenir très clairement, c'est que la BCE finalement continue et maintient sa politique monétaire accommodante pour 2022. Ici, c'est un graphique qui représente le plongeon de la livre turque. J'ai eu une question très pertinente hier dans les commentaires de la vidéo. On me demandait si la hausse des taux aurait un impact sur le marché Forex et indices. Et donc, forcément, oui. Et je trouve que le meilleur exemple pour en parler, c'est justement le plongeon que subit actuellement la livre turque à cause du manque d'indépendance de la Banque centrale turque et du président Erdogan, qui martyrise un peu le pays, j'ai envie de dire, dans une politique monétaire trop accommodante. Donc, ce qu'il faut retenir ici, pour mieux comprendre la chute de la livre turque, c'est tout simplement que le président Erdogan semble faire le pari de la croissance économique à tout prix. Donc, en vue déjà d'une nouvelle réélection en 2023, mais sa politique monétaire très critiquée et le manque d'indépendance de la Banque centrale en fait font chuter la livre turque, qui atteint presque quotidiennement maintenant, comme vous pouvez le voir, de nouveaux records. Donc là, ce matin, on a atteint un nouveau record. Le président turc fait pression sur la Banque centrale pour qu'elle s'oriente encore davantage vers une politique ultra accommodante, malgré une forte dépréciation de la livre et une inflation de près de 20% qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Et Erdogan estime qu'une baisse des taux permettrait de stimuler les exportations, les investissements et l'emploi. Donc, depuis plusieurs mois, la Banque centrale, qui n'est pas vraiment indépendante, qui
qui obéit à Erdogan, continue de baisser les taux pour favoriser le scénario d'Erdogan, fameuse, soi-disant, d'une reprise économique à venir, mais ça fait tout le contraire actuellement, ça crée de l'inflation et il n'y a pas du tout de reprise économique. Donc, cette politique monétaire trop agressive avec l'abaissement des taux directeurs plombe très clairement la livre turque. Donc oui, la politique monétaire des banques centrales a un impact sur le marché du forex, bien évidemment, car là, on a une dévaluation de la livre turque, c'est juste incroyable l'effondrement qu'elle subit depuis le début de l'année. Et la nouvelle baisse, on a encore eu il me semble, hier ou cette semaine, ou ce mois-ci, dans tous les cas, une nouvelle baisse du taux directeur de la Banque centrale qui accélère le phénomène, finalement, qui a l'inconvénient de renchérir plutôt mécaniquement les biens importés pour les Turcs, confrontés ainsi à une forte inflation. Et là, ce mois-ci, la Banque centrale turque a décidé d'abaisser son principal taux directeur de 15% à 14% pour le 4e mois consécutif, provoquant forcément une chute immédiate de la livre. Donc voilà les éléments qui expliquent la dégringolade de la livre turque et l'impact aussi des politiques monétaires. Donc forcément, quand une banque centrale lève les taux, eh bien sa devise se renforce, ce qui explique pourquoi le dollar face à l'euro actuellement s'est fortement apprécié. La BCE ne prévoit pas d'augmenter son taux d'intérêt en 2022, alors que la Fed prévoit d'augmenter 2 voire 3 fois les taux en 2022. Donc forcément, les investisseurs anticipent les mesures à venir et préfèrent détenir du dollar que de l'euro. Et là, en parallèle, ce matin aussi, on a eu le président Erdogan qui a annoncé dans une déclaration en direct le relèvement du salaire minimum au 1er janvier 2022, soit environ 160 € actuellement, à environ 240 €, soit une hausse quand même de 50%. Donc une décision, encore une fois, qui risque d'alimenter encore un peu plus les pressions inflationnistes. Donc voilà comment comprendre quel est l'impact surtout des politiques monétaires, que ce soit des États, mais surtout des banques centrales, sur leur devise. Et la livre turque est un excellent exemple en cette année 2021. Côté graphique maintenant, faisons un tour d'horizon sur les indices, le forex, les matières premières et les crypto-monnaies. Alors, le CAC 40, c'est mou, c'est franchement mou, ça retombe. Bon, passez votre chemin pour cette fin de semaine. On a la séance des 4 sorcières, effectivement, donc c'est l'expiration des options et des dérivés sur les marchés et les contrats à terme. Donc ça peut créer effectivement un peu de volatilité, mais là, très clairement, je considère qu'il n'y a plus rien à faire sur les marchés. Est-ce que le CAC 40 va évoluer un peu dans un énorme triangle? J'attends de voir si on retombe un peu, si on n'a pas un deuxième point de contact ici pour tracer l'oblique. Mais en tout cas, ça pourrait en prendre la forme. Un fameux gros triangle de consolidation peut-être pour les jours, semaines à venir. Mais sinon, pas d'opportunité dans l'immédiat. Le flux haussier déclenché jeudi suite aux annonces de la Fed retombe très clairement. Là, à court terme, comment je vois les choses, c'est potentiellement un range. Toujours un niveau qui va m'intéresser à travailler à l'achat sur le CAC, ce sera les 6900. Pour l'heure, rien à faire. À long terme, peut-être un triangle. J'attends de voir si on va un peu plus bas pour pouvoir tracer correctement mes deux obliques. J'aimerais bien qu'on revienne taper ici pour consolider effectivement dans un énorme triangle. Ça, ce serait un bon point pour avoir un peu de visibilité pour 2022 en tout cas. Mais à court terme, bon,
range, vente en haut, toujours. Privilégier des achats en bas sur la borne basse, effectivement, avec la MM50 qui remonte. Le fameux soutien ici, le précédent top du mois d'août. Ça reste une belle zone. Ça reste toujours une belle zone. Je vois mal les indices dégringoler, honnêtement. Finir l'année vers 6780, 6685, mais plutôt se stabiliser. Là, il reste un peu plus d'une semaine de bourse. On va avoir une grosse baisse des volumes dans les prochains jours. J'imagine pas le pire, très clairement. Sinon, on l'aurait déjà eu suite aux annonces des banquiers centraux. Peut-être une petite hausse, mais sinon une grosse stabilisation à venir et peut-être une invalidation de ce fameux triangle. Donc, voilà un peu comment je vois les choses pour les prochains jours. Un range entre 7070 et 6885. Et donc, une phase de trading range à mettre à profit entre ces deux bornes. En données 4 heures, même constat. Soyez prudents quand même aujourd'hui avec l'expiration, avec la journée des 4 sorcières. On peut vraiment avoir des grosses bougies de volatilité et flux partir dans tous les sens avant de revenir à la normale. Donc là, pareil, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement à quelle heure est l'expiration des contrats à terme et des produits et des options, mais surveillez la date, enfin l'heure surtout, pour ne pas vous faire avoir si vous êtes déjà en position sur les indices. Concernant le DAX, range, pareil, même constat, on va sûrement terminer l'année en range. Donc le DAX, c'est ici, c'est comme, ouais, c'est ici que ça se passe. Magnifique range à trader entre 15 450 et 15 800. Point barre. Aussi simple que ça. Si on casse la borne basse, objectif 15 310. Si on arrive à aller chercher la borne haute et qu'on la casse, bon, 16 000. Mais je m'attendais vraiment à ce que l'effet des banques centrales permette de confirmer le flux haussier qui a été amorcé ici. Et finalement, ça retombe complètement. Je vois aucune raison d'aller chercher, de retourner sur les 15 100 d'ici la fin de l'année. Au contraire, on est plus dans de l'habillage de portefeuille, une fin d'année qui reste d'être usante, elle l'est déjà, mais dans ce cas-là, une fin d'année en range, globalement. L'année a été excellente, une bonne performance sur l'ensemble des indices, pas de raison d'aller chercher des niveaux, des gros niveaux de support mensuels, mais les investisseurs n'ont pas non plus, n'ont pas envie d'aller chercher non plus de nouveaux records. Donc une grosse phase de stabilisation devrait s'amorcer, à mon avis, sur les indices. Donc là, comme pour le CAC, je n'exclus pas maintenant un range à venir entre 15 008 et 15 450. Le Dow Jones. Il n'y a que le Dow Jones finalement qui a une bonne tête, je trouve. On est vraiment dans ce day bottom. Hier, vous voyez, on a perdu que presque, on a presque clôturé à l'équilibre, j'ai envie de dire. Ça reste vraiment positif. Alors, on voit vraiment très clairement le range dans lequel commencent à s'enfermer les indices européens. Mais le Dow Jones, il y a quand même un flux haussier. On va aller voir sur les futurs après. En données 4 heures, bon, pour l'instant neutre. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la bougie hebdomadaire. Et cette fameuse cassure Tenkan Kijun, qui pour moi devrait relancer les valeurs cycliques en 2022, au détriment des valeurs technologiques, justement. Et je ne serais pas surpris de voir le Dow Jones surperformer. En tout cas, le signal
est validé, pas d'invalidation cette semaine, affaire à suivre au cours des prochaines semaines, mais j'estime quand même qu'on a confirmé un signal technique de reprise haussière après plusieurs semaines de baisse. Maintenant, en données horaires, on reste quand même sur des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, toujours dans une dynamique haussière. On a retracé les 50% ici. Attendons de voir cet après-midi, mais bon, le Dow Jones semble vouloir faire cavalier seul, en tout cas par rapport à l'Europe et par rapport au Nasdaq, et je ne serais pas surpris que cet indice poursuive son ascension. Maintenant, si on regarde les futurs, bon, pareil, proche de l'équilibre, peut-être un range à venir, un peu plus large. Dans ce cas-là, si ça cale, de nouveau, voici le range du Dow Jones. Pour l'instant, ça reste haussier. Effectivement, pour confirmer le range ici, bah, c'est très simple. Là, c'est vraiment une anticipation. Pour confirmer le range, il faudrait qu'on clôture sous la même 50 et sous la même 200. Si on casse ce petit niveau-là, vous voyez qu'on a un beau niveau de support intermédiaire qui correspond actuellement au milieu de range. Juste ici, à peu près. Hop. Donc là, c'est censé être le milieu de range. Si on casse ce niveau, ok, on ira chercher le Dow Jones un peu plus bas. Et peut-être que celui-ci ira finalement combler son gap. Je vous rappelle qu'il l'a comblé que partiellement, qu'il manquait 50 points. Donc je pourrais faire une petite mèche pour venir combler le gap avant de repartir. Donc là, c'est le scénario de range à venir. Si on casse MM50, MM200, qu'on clôture en dessous en données 4 heures, dans ce cas-là, scénario de range à venir. N'oubliez pas qu'il reste un petit morceau du gap à venir combler. Phase de consolidation jusqu'à la fin de l'année. En revanche, si là, cet après-midi à l'ouverture, on casse pas ce niveau et même dans les prochains jours, bien au contraire, on repart et on casse ce niveau, eh bien, poursuite du V-bottom, comme c'est le cas actuellement, les acheteurs gardent la main et objectif, retour sur les plus hauts historiques, vers 36 326, 36 422. Voilà le scénario, en tout cas mon scénario que j'ai actuellement sur l'indice américain. Le Forex maintenant, avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, je pense que je vais invalider ce triangle car il devient trop piégeux. Je m'explique. Alors, on a déjà eu une fausse sortie par le bas et ce matin, hier soir, une fausse sortie par le haut, on réintègre. Donc là, vraiment, scénario, c'est un cas d'école, porte de saloon. Aussi simple que ça. D'où l'importance toujours d'attendre vraiment les clôtures de bougies, surtout sur le Forex, pour éviter de subir vraiment ce genre de dérive du marché. Ça sort par le bas, hop, ça remonte, on sort tous les vendeurs, on sort par le haut, yes, super, finalement ça retombe, tous les stop loss sont touchés. Donc là, cas d'école, vraiment. Néanmoins, ça fragilise le triangle, je trouve. Qu'on ait une fausse sortie d'un côté, je veux bien, qu'on parte de l'autre derrière, pourquoi pas, mais là on fait une fausse sortie d'un côté, fausse sortie de l'autre, on réintègre, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup sur l'euro-dollar et ça fragilise forcément la figure technique. Je garde quand même un biais baissier, pour tout vous dire. Je vous disais quand même d'attendre confirmation cassure de Kijun, et là ça n'a pas raté. Bloqué hier par le haut de la Kijun. Alors oui, on peut avoir le sentiment qu'on avait cassé le triangle, mais pour moi, c'était ce double niveau à valider. Là, aujourd'hui, ça retombe. Pour l'instant, pas de signaux, mais j'ai presque envie de vous proposer un plan à la vente sur l'euro-dollar.
quand je vois la dynamique actuelle, ça reste baissier. Bon, ça reste baissier. Comme évoqué en introduction, certes, le marché a déjà pricé les hausses de taux à venir, mais je ne vois pas pourquoi l'euro remonterait et repartirait dans une tendance haussière, sachant que la BCE garde une politique monétaire ultra accommodante et qu'elle ne prévoit pas de hausse de taux en 2022. Alors oui, une grosse partie de ces annonces ont déjà été pricées, mais fondamentalement, l'euro reste plombé par les perspectives monétaires à venir. Maintenant, en données horaires, bon, c'est un peu léger. C'est un peu léger. J'aimerais un signal, mais je pense qu'il faut continuer très clairement à chercher des ventes sur l'euro-dollar. Certains pourront tenter déjà ici tout de suite, avec un stop loss au-dessus de la mèche, au-dessus des 1,1388. Personnellement, je ne vais pas donner ce plan, mais je pourrais comprendre une tentative avec un risque minime sur cette paire. En tout cas, pour moi, la dynamique demeure baissière. Les vendeurs continuent d'exercer une pression sur la paire. Hier, on a eu un bel échec avec une fausse sortie par le haut. Attendons de voir quand même cet après-midi et la clôture hebdomadaire, mais je pense que dans l'ensemble, l'euro ne va pas réussir à reprendre suffisamment de hauteur et bien au contraire, on risque d'aller de nouveau visiter les niveaux de support. Le GBP USD. Alors l'objectif a été atteint avec celui du double creux, maintenant fin du trade. Celles et ceux qui étaient positionnés ici, qui avaient tenté des achats sur la fameuse zone que j'évoquais avec vous depuis pas mal de temps, eh bien on a eu quand même une belle réaction. Je ne visais pas plus haut. Après, c'était toujours délicat avant les annonces de la BOE, mais si vous aviez suffisamment de marge, eh bien, de quoi mettre un stop loss à break-even. L'objectif a été atteint. Je ne vise vraiment pas un retournement tout de suite de la livre sterling. Je n'exclus pas un range à venir maintenant. Donc là, j'attends de voir. Mais pareil, si on repasse sous ce niveau, on pourrait consolider dans un range pour les prochains jours sur le GBP USD. Donc, phase de trading range, achat en bas, vente en haut, sinon attendre la cassure pour se positionner dans le sens du flux. Maintenant, je serais ravi de nouveau d'avoir un retour ici, car effectivement la borne basse du range, si vraiment on évolue dans ce rectangle, est assez solide. On a vraiment un très très gros niveau. Et ça pourrait être intéressant une nouvelle fois pour celles et ceux qui n'ont pas pu rentrer sur cette paire, de revenir taper la zone peut-être un peu plus bas. Pourquoi pas venir prendre appui sur le bas du canal pour de nouveau repartir à l'achat. Pour l'heure, ça reste baissier, on n'a pas réussi à break. Comme je vous le disais, à mon avis, on pourrait très bien partir dans un range. On va attendre le début de semaine prochaine pour mettre en place un peu un scénario sur cette paire. Mais il y a des niveaux qui m'intéressent, très clairement. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de prendre. Actuellement, on est un peu mieux de nulle part, donc laissons très clairement terminer la semaine et on avisera à partir de la semaine prochaine. La UD USD. Typiquement une configuration où j'ai envie de revendre à nouveau la paire. Vraiment, l'excès sur mèche, là, c'était juste magnifique. Sortir tous les stops, mais c'est absolument pas convaincant. Très clairement, je vous le dis. Finalement, on a repris les 38,2. On a calé sur les 38,2. C'est surtout la bougie mensuelle. C'est une bougie mensuelle. Vous voyez, on est venu taper la MM50 et derrière, ça prend pas. Je vais remettre les Shimoku, mais je suis pas convaincu du rebond et je pense qu'il faut continuer à chercher des ventes sur cette paire. Effectivement,
celles et ceux qui ont osé appuyer sur la gâchette ici, eh bien bravo à vous. Mais je ne suis pas convaincu du rebond et je pense qu'il est en train de s'essouffler et qu'il faut de nouveau chercher des ventes. Quand je vois la bougie daily qui me fait un doji qui bloque sous Kijun qui se met à plat sur la borne haute du range. Deuxième bougie rouge derrière. Ça manque de carburant, très clairement. Je pense que les vendeurs commencent doucement à reprendre la main. Et donc là, cette fausse cassure par le haut, on vient taper la MM50, la zone mensuelle. Derrière, ça repart à la baisse, on réintègre. Bon, j'attends la clôture de ce vendredi, mais je pense que la semaine prochaine, ça va être intéressant de nouveau de chercher des ventes avec un stop loss juste au-dessus pour viser TP1 et TP2. Voilà en tout cas mon scénario maintenant sur l'AUD USD. Le NZD, l'euro NZD, énorme erreur de ma part. J'évoquais avec vous un plan hier. J'ai complètement oublié que cette paire était susceptible d'évoluer derrière suite aux annonces de la BCE. J'évoquais avec vous ce fameux double top qui était validé ici à 13h. Mais j'avais complètement oublié qu'on était sur l'euro NZD et qu'on avait forcément les annonces des banquiers centraux. J'espère que certains ont été plus malins que moi et ont vu un peu, ont noté que cette paire risquait de subir les variations liées aux annonces de la BCE et ne sont pas rentrés. Généralement, j'ai quand même prévenu toute la semaine que c'était globalement périlleux de se positionner sur des paires de Forex avant les banques centrales. Généralement, je martèle que c'est du casino et pas du trading, mais ici, pour le coup, erreur d'appréciation et de jugement. Je n'ai pas vu qu'on était sur... j'ai oublié que c'était l'euro NZD. C'est une paire que je n'analyse pas souvent et donc j'ai manqué à mon devoir d'analyste de vous dire de faire attention étant donné qu'on était corrélé à la Banque centrale. Maintenant, effectivement, derrière les annonces, finalement, ça a repris toute la hausse, donc invalidation du double creux. Bon, j'espère que certains d'entre vous ne sont pas rentrés, en tout cas. On a attendu que l'orage passe pour maintenant de nouveau mettre en place un plan de trading. Donc là, on est dans un range, très clairement. On est de nouveau dans un range. Et je pense que la semaine prochaine, il faudra surveiller l'évolution de ce range. Pour l'instant, rien à faire. On est quand même dans un flux haussier. En données daily, on est de nouveau au-dessus de la zone. Donc pareil, si on casse ce niveau, chercher des achats pour aller chercher les 69,45, les 1,6945. Pareil, un plan que je vais surveiller pour la semaine prochaine. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration ici. Peut-être une phase de trading range à venir. Pour l'instant, très clairement, pas de changement de retournement. Rien à faire sur cette paire, je pense, jusqu'à ce soir. Mais mettez-la de côté, surveillez-la surtout à partir de la semaine prochaine, car on pourrait avoir un peu d'action. Le gold. Le gold, j'aime beaucoup. Il y a un flux haussier qui est en train de naître. Donc là, ça m'intéresse, vraiment. Belle réaction des métaux précieux suite aux annonces des banquiers centraux. Là, on a eu une belle bougie flux et directionnelle. C'est vraiment ce que j'attendais. Et c'est ce que je vous disais surtout. C'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir se positionner dans un sens. Après plusieurs semaines de léthargie, vous voyez, avec beaucoup de mèches, ici, on a eu une bougie flux directionnelle impulsive qui est venue casser des résistances. Et surtout qui a confirmé la fameuse sortie de range par le haut derrière. Donc là,
c'est très encourageant pour la suite. Je redeviens de nouveau positif sur le gold. On peut tenter des achats maintenant avec un stop d'invalidation sous la zone vers les 1777, 1775, potentiellement attendre un petit repli et viser 1830 dans un premier temps. Voilà ma cible sur le gold, 1830, 1850. Là, j'ai l'impression qu'on a de l'action, enfin, il y a un flux qui est en train de se déclencher, qui a été amorcé, surtout en daily. Maintenant, pourquoi pas attendre un repli pour affiner votre ratio, mais derrière TP1, TP2. Ça, c'est pour des objectifs de moyen court terme. Invalidation sous les 1775. Voilà un plan de trading à venir sur le gold. Maintenant, pour les personnes de plus long terme, la bougie hebdomadaire, pareil, est plaisante. Enfin, on a un peu d'action, un peu de flux, on casse des beaux niveaux. On est sur une borne basse de triangle. Donc là, comme je vous disais, TP1, TP2. Et derrière, à moyen long terme, ce serait d'avoir une sortie par le haut de ce triangle qui devrait logiquement permettre une reprise de la dynamique primaire, de la dynamique haussière primaire, car la tendance haussière primaire, tendance secondaire, baissière, un peu en phase de latéralisation. Donc derrière, si on sort par le haut à moyen long terme, reprise de la dynamique haussière, mais surtout de la tendance primaire. Et ça, c'est très important. Donc voilà à court terme le plan TP1, TP2, mise à BE du stop ici, et pour celles et ceux qui préfèrent attendre encore un peu, ce serait cassure des 1860, donc de cet oblique, pour 2022 afin de relancer la dynamique de fond haussière pour aller chercher 1910, 1960 et pourquoi pas de nouveaux records historiques. Mais en tout cas, ça redevient vraiment intéressant sur le gold. Il y a vraiment des signaux techniques positifs. Et après avoir longuement dit qu'il fallait rester à l'écart de ce marché car il se passait absolument rien, maintenant ça devient vraiment intéressant. En tout cas là, depuis 3 jours, j'aime beaucoup la naissance de ce flux haussier avec un retour des volumes en plus. Là, vous voyez qu'il n'y avait quasiment rien ici, il ne se passait rien du tout au cours des dernières séances depuis le début du mois. Et là, hop, de nouveau des volumes en hausse. On va voir la séance d'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que les acheteurs en veulent un peu plus et qu'on pourrait vraiment aller chercher 1830 et 1850. Le Brent, ça retombe indécis le Brent, très clairement. Si vous voulez sortir de ce marché, je peux le comprendre. J'ai l'impression qu'il n'a pas la force d'aller plus haut, mais d'un autre côté, les vendeurs n'arrivent pas véritablement à prendre cet ascendant psychologique pour aller chercher les objectifs baissiers. Finalement, une nouvelle fois, en données weekly, on va clôturer sous la Tenkan et la kit jaune. Bon, j'ai un biais baissier. Malheureusement, ça ne prend toujours pas. Enfin, le scénario n'est pas invalidé. En soi, le marché ne m'a pas donné tort, mais il ne me donne pas raison non plus, étant donné qu'il ne se passe rien. On latéralise. Pour moi, on a une grosse zone de prix, donc plus on va se rapprocher de cette zone, et bien logiquement, plus il faut être susceptible d'appuyer sur la gâchette tant qu'elle n'est pas cassée en clôture hebdomadaire. Pour l'instant, ça peut donner quelques points, en tout cas. Si vous étiez positionné suffisamment tôt et suffisamment proche de ces niveaux, mais je vise quand même un peu plus bas. Malheureusement, ça ne veut pas pour l'instant. Ça bloque. On bloque sur les 73,25.
n'a même pas vraiment un canal, finalement, le drapeau. Certains me demandaient si on n'avait pas un drapeau. Par rapport au mât, vous voyez ici, ça commence à devenir un peu long et donc forcément, on voit mal le drapeau. Ensuite, j'aurais aimé qu'on ait un point de contact ici, un deuxième point de contact un peu plus haut. Là, on fait des oscillations, mais très faibles. Et je trouve que le marché manque de conviction, tout simplement. Maintenant, en fait, il nous faudrait une clôture hebdo, enfin une clôture daily sous les 73,25. Et là, ça permettrait d'aller chercher notre TP1, juste ici, et notre TP2 plus bas. Pour l'instant, si les stop loss sont placés au-dessus, ça tient. C'est pas invalidé, mais ça manque de peps, ça manque d'énergie, ça manque de conviction. Que ce soit à la hausse, je trouve que il n'y a rien, il n'y a pas de flux, mais à la baisse, les vendeurs finalement n'arrivent pas à prendre l'ascendant psychologique et on a l'impression qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, sur l'envie d'aller chercher un peu plus bas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce marché, eh bien débouclez votre position. Normalement ici, vous devez avoir retrouvé votre prix d'entrée pour celles et ceux rentrés sur le double top ici. Donc là, prix d'entrée, donc si vous estimez que le marché va être mou et ne va rien faire, ça en prend le chemin en tout cas, eh bien débouclez la position, sortez flat ou avec un léger gain. Le light, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, seulement qu'ici, on a peut-être un range intermédiaire, mais c'est mou, c'est très mou. En données hebdo, on voit très clairement que la force acheteuse n'est pas convaincante, que ça cale sur un gros niveau clé, mais les vendeurs n'arrivent pas à enfoncer le clou, hein, permettre. Alors oui, j'ai une petite jaune qui se met à plat, mais là on est on a un range. On a un range, donc attendons. La petite jaune qui vient coiffer les prix, ça retombe. Ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle un dead cat bounce. J'ai un biais baissier, bien évidemment, mais pour l'instant, ça tient. Donc, si vous gardez votre position, malgré l'avalement baissier qu'on a ici, je trouve qu'on a quand même plus d'éléments baissiers que d'éléments qui nous indiqueraient une poursuite de la hausse. Maintenant, il faut casser des supports. Donc là, le support, ce serait une clôture daily sous les 70 $, ce qui permettrait d'aller chercher un peu plus bas. 67,88 et 66,50. Les cryptos, pour terminer, avec le Bitcoin, qui ne fait absolument rien, qui cède un peu du terrain ce matin. Hier aussi, on a l'impression que la chute sur le Nasdaq a aussi plombé les cryptos. Bon. J'attends de voir la clôture hebdomadaire. Comme toujours, je vous l'ai expliqué maintenant, c'est vraiment ce niveau qui va m'intéresser. Est-ce qu'on va réussir à le préserver? On est déjà en train d'enfoncer notre liquide jaune, MM50. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais il se passe strictement rien sur le BTC. Pareil, c'est léthargique. On a un marché qui est usant, en fait, tout simplement. Qui n'arrive pas à prendre de direction claire. Et quand on croit qu'on a des signaux, finalement, ça ne prend pas. Là, ici, on a eu un bel avalement haussier, ça retombe. D'un autre côté, on ne veut pas casser des supports, mais les investisseurs boudent le BTC, ne veulent pas non plus aller chercher les niveaux de résistance, casser des résistances. En fait, c'est juste ça qui manque. Pour l'instant, c'est vraiment baissier. Voilà pourquoi je suis plus prudent qu'avant. Je redeviendrai de nouveau
positif si on casse des résistances, car effectivement, pour l'instant, la dynamique demeure haussière, mais dans une dynamique haussière, on casse des résistances. Ici, on préserve juste des supports, donc forcément, à un moment donné, préserver des supports, c'est bien, mais casser des résistances dans une dynamique haussière pour la prolonger, c'est mieux. Et depuis le début du mois, c'est extrêmement mou. Donc, range à venir, peut-être canal baissier. Bon, il faudrait dans un premier temps une cassure par le haut du canal. Donc là, on fait vraiment ici, en fait, depuis le creux on a rebondi, mais on fait vraiment des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc déjà le premier point à court terme, ce serait de casser ce niveau-là. Donc qui dit casser ce niveau-là, dit sortie par le haut du canal. Donc là, ce serait un premier point positif. Deuxième point positif, ce serait surtout de casser ce stop-là. Casser ce stop-là et avoir une bougie qui repart au-dessus des 53 250. Et là, on aura une reprise peut-être un peu en U, stabilisation, un peu comme ici en fait. Un gros chute, stabilisation, reprise haussière. Grosse chute, purge, stabilisation, reprise haussière. Et donc, de nouveau de l'intérêt pour les crypto-monnaies, en tout cas pour le BTC. Mais pour l'heure, il se passe strictement rien. Vous connaissez les niveaux à surveiller, mais je reste à l'écart tant que je n'ai pas de flux en fait sur le BTC. L'Ethereum, finalement, il retombe lui aussi ce matin, c'est dommage. Vous voyez, on a quand même une belle bougie. 4 heures, bon, c'est pas invalidé, mais une énorme bougie flux 4 heures, et ça prend pas. Ça prend pas, ça retombe, tout retombe, comme les indices. On est venu taper la borne haute du biseau, mais derrière, ça veut pas la casser. Donc, encore une fois, peut-être de nouveau rechercher des achats par ici, pour le coup, proche de notre fameuse zone, notre oblique baissière, notre zone de support horizontale, en tout cas ici c'est une zone de polarité, puisqu'elle a été testée ici, testée là, cassure, pullback, cassure, retest, retest, cassure, pullback. Ici, belle réaction des prix. Donc, ça reste le dernier rempart, très clairement, sur l'Ethereum. Donc si vous cherchez des achats, eh bien, n'achetez pas n'importe où. Achetez sur des niveaux d'intervention et des niveaux clés, c'est 3700, 3650 à peu près. Dans l'espoir d'avoir cette fois-ci une cassure du biseau descendant. Et effectivement, si on a une cassure du biseau par le haut, ce serait encourageant pour la suite. On devrait logiquement repartir et surtout, j'aimerais qu'on sorte par le haut de cette fameuse zone hebdomadaire 3950, 4180. Pour l'instant, on est sous la zone. Donc ça, pareil, c'est un point négatif. Néanmoins, la clôture se fera dimanche soir. Donc, on fera le point la semaine prochaine pour voir si on a une dégradation de la tendance ou bien, de nouveau, si le support est préservé et que l'Ethereum a les capacités de repartir pour aller chercher les 4008 et les 5235 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Passez aussi un agréable week-end. Soyez prudents sur les marchés avec la journée des 4 sorcières et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.